Bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Oui? Ok, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, on va essayer Je vais essayer de ne pas prolonger plus que 45 minutes environ, mais on va essayer de faire un peu le tour des perspectives économiques et financières. Et puis vous voyez en sous-titre que je voudrais un peu plus particulièrement parler ça va être un peu le fil rouge de mon intervention, c'est de revenir sur un sujet dont on a beaucoup discuté finalement. Vous avez beaucoup vu des choses de ce style-là dans les médias, c'est l'idée de la tempête parfaite. Et je vais vous exposer d'abord ce qu'elle représente. Et vous allez voir que ça va être un peu mon fil rouge. Et ça va permettre de développer un peu les perspectives, mais surtout notre scénario, comment nous voyons les choses, comment nous voyons la situation économique se développer dans les prochains mois. Et on va surtout se centrer sur 2016. Il y a suffisamment d'incertitudes comme ça pour cette année. Je pense que ça suffit. Alors, c'est vrai que finalement, quand on regarde les indicateurs économiques, c'est notre matériel de base. Moi, je ne regarde pas les entrailles de poulet, je ne regarde pas la boule de cristal, je regarde les indicateurs économiques. Pour moi, c'est le seul matériel de base valable. Et c'est vrai que si on regarde les indicateurs économiques, et ici je vous ai mis un indicateur qu'on appelle l'indicateur d'avancée de l'OCDE, qui est en fait un indicateur, donc l'OCDE prennent différentes statistiques d'un même pays, et puis ils vont... pardon. Voilà, comme ça? Oui, ok. Ils rassemblent toutes ces statistiques et ils vont en faire un indicateur composite que vous voyez ici. Et cet indicateur composite, il est assez simple à comprendre. Quand il diminue, ça veut dire que l'économie décélère. Quand il augmente, ça veut dire que l'économie accélère. Attention, ça décélère ou ça accélère, ça veut pas dire, quand on dit décélérer, ça ne veut pas dire se contracter. Ça peut dire que j'avais une croissance très dynamique, et puis cette croissance est en train de décélérer. C'est comme ça qu'il faut interpréter. Mais effectivement, quand je regarde cet indicateur pour la Chine, pour les États-Unis, ou même pour l'ensemble des pays de l'OCDE, je vois cet indicateur qui diminue, montrant une certaine décélération. L'indicateur pour la zone euro est un peu spécial, parce que lui, il a longtemps continué à progresser, et ce n'est que maintenant qu'il plie un petit peu. Ça, c'est quand même un élément important sur lequel on va devoir revenir dans la présentation. Parce qu'on a une décélération générale, et puis on a la zone euro qui semble sortir du lot, où ça semble quand même continuer à avancer pas trop mal. On va devoir quand même un tout petit peu expliquer ça. Mais en attendant, c'est vrai que cette décélération, ces mauvaises nouvelles sur le plan économique, eh bien, ça a fait ressurgir pas mal de craintes, et ces craintes sont arrivées très rapidement, dès le tout début de cette année. Et c'est là qu'est revenu le spectre de la tempête parfaite. Alors, c'est quoi le spectre de la tempête parfaite? On va essayer d'un peu l'expliquer. Mais en fait, je vous dirais qu'au plus on essaye de creuser ce thème, et en plus on se rend compte que c'est surtout beaucoup d'interrogations. Des interrogations sur toute une série de thèmes, mais où il y a en fait, pour le moment, très peu de réponses. Mais c'est vrai que quand les marchés financiers se posent des questions, eh bien, ils ont tendance intuitivement à répondre par la réponse négative. Et c'est ça qui a généré tout à coup beaucoup plus de volatilité sur les marchés. Donc ici, c'est un indicateur de la volatilité, de la nervosité des marchés. Et on voit effectivement qu'après plusieurs années de volatilité très faible, on est revenu dans une situation où la volatilité a fondamentalement grimpé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés sont nerveux. Et quand ils sont nerveux, ça veut dire qu'ils peuvent progresser de 1 à 2, 3%, 4% en une journée, mais ils peuvent aussi dévisser de 2, 3, 4% sur une même journée. Ça, ce sont des marchés nerveux, des marchés volatiles. Pourquoi est-ce qu'ils sont nerveux? Parce qu'ils se posent plein de questions par rapport à cette fameuse tempête parfaite. Tempête parfaite que je pourrais résumer en 5 blocs. Il me faut 5 ingrédients. 1, j'aurai un écroulement de l'économie chinoise. C'est important, ça. Parce que si l'économie chinoise s'écroule, comme c'est l'économie chinoise, c'est quand même la deuxième plus grande économie de la planète. Certains disent même, enfin, ça dépend comment on la regarde, mais sous un certain angle, c'est même la première économie mondiale. Donc, et en plus de ça, c'est l'économie qui a tiré la croissance mondiale au cours des 15 dernières années. Donc si cette économie s'écroule, effectivement, on a des soucis à se faire. Et puis la tempête parfaite, j'y ajoute le fait que d'autres pays émergents pourraient avoir des gros problèmes, et particulièrement les pays émergents qui ont basé leur émergence sur l'exportation de matières premières.
comme les prix des matières premières sont très faibles, les rentrées financières pour ces pays sont très faibles également, et ça peut poser certains problèmes à des producteurs de matières premières comme à des pays basés sur les matières premières. Donc Chine plus autres pays émergents, plus je devrais avoir une nouvelle récession de l'économie américaine, dans mon scénario de tempête parfaite. Alors là, l'idée, c'était un peu de dire, oui, mais enfin, rendez-vous compte, ça fait 3, 4, 5 ans que l'économie américaine est en croissance. On est au bout du cycle, et maintenant, on va avoir une récession. Et puis, je dois y ajouter le démantèlement de la zone euro qui se relève à peine de ses difficultés économiques, mais on sait qu'il y a pas mal de problèmes politiques. Alors, oui, mais si on se dit que ah oui, mais si ça éclate de nouveau, si ça ne va pas, alors oui, c'est vrai que c'est de nouveau un ingrédient de la tempête parfaite. Et puis évidemment, si je le cumule de ces 4 blocs, j'ai le usual suspect qui vient en plus, c'est de dire, ah oui, tout ça, ça va générer une nouvelle crise bancaire. Et à ce moment-là, voilà, j'ai tous les blocs, tous les ingrédients pour avoir une tempête parfaite. Et finalement, encore une fois, mon but, c'est aussi de vous montrer que plutôt que des faits, c'est plutôt beaucoup d'interrogations qui ont généré cette idée d'une tempête parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce scénario de tempête parfaite, moi, je le considère comme étant un scénario extrême. Je ne vais pas vous dire que ce scénario ne peut pas arriver. Il a probablement une probabilité non nulle d'arriver. Maintenant, est-ce qu'il a une probabilité forte? Est-ce que je peux considérer que ça, c'est notre scénario principal qui va guider nos choix d'investissement, nos choix stratégiques dans la banque? Non. Parce que ça, pour moi, c'est un scénario extrême. Et donc, moi, j'ai plutôt envie de vous parler de notre scénario principal, celui qu'on considère comme étant celui qui a le plus de probabilité d'intervenir. Et je crois par ailleurs, je suis convaincu, qu'on a des bons arguments pour dire que ce scénario principal a bel et bien une probabilité plus importante que ce scénario extrême. Et c'est pour ça que je vous disais que ça va être un peu mon fil rouge, les mythes et les réalités par rapport à ce scénario de tempête parfaite. Et donc on va reprendre ces différents blocs, on va un peu creuser l'affaire, et on va voir quand même que tout n'est pas négatif. Alors évidemment, on va commencer par le bloc chinois. Est-ce qu'on est proche d'un écroulement de l'économie chinoise? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'économie chinoise. C'est une économie tout en contraste. C'est une économie où il y a d'énormes différences entre le centre du pays, qui est plutôt encore très rural, on va le dire sous-développé, et les grandes villes de la périphérie, les grandes villes de la côte qui sont extrêmement développées. Donc c'est un pays plein de contrastes. Mais en attendant, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce pays. Essayons de creuser un peu l'affaire. Premier élément, je pense que c'est vraiment très important, sans vous montrer tous les indicateurs de la Chine. Mais je pense que le plus important, c'est de bien comprendre qu'il faut bien regarder la Chine telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chine est un pays où la moitié de l'activité économique est liée au secteur des services. C'est-à-dire que ce n'est plus vraiment cette économie émergente qui était uniquement basée sur l'investissement en infrastructure, l'investissement en bâtiments et l'exportation de produits manufacturés de basse valeur ajoutée et à un faible coût. Ça, c'est ce qui a porté le développement de la Chine. Mais aujourd'hui, 15 ans plus tard, ce n'est plus, enfin c'est encore un élément très important de l'économie chinoise, mais ce n'est plus le seul moteur de l'économie chinoise. Je dois aussi regarder le secteur des services. Le secteur des services qui s'est développé parce que, moi j'aime pas trop utiliser le terme de classe moyenne. Est-ce qu'il y a vraiment déjà une classe moyenne en Chine? Oui, probablement qu'il y a un début. En tout cas, il y a une classe ouvrière qui commence à avoir un revenu un peu plus élevé, qui commence à pouvoir consommer des services, acheter des biens de consommation. Et ça devient un élément clé de l'économie chinoise. Et or, quand on regarde l'activité dans les services et qu'on la compare à l'activité dans la bonne vieille industrie et le secteur de la construction en Chine, mais on voit quand même qu'il y a un écart qui se creuse. Si je ne regarde que l'industrie et la construction, effectivement, je ne suis pas loin de la récession. J'ai un secteur qui n'est plus en croissance. Mais si j'y ajoute le secteur des services, là j'ai quand même encore de la croissance. Et si je mets tout ensemble, je suis en face d'une économie qui ralentit, mais pas d'une économie qui s'écroule. Et ça, je pense que c'est un élément important. Un autre élément pour l'illustrer. Regardez sur le graphique de gauche. Vous avez le commerce extérieur chinois.
La valeur des exportations en bleu, la valeur des importations en orange. Ah oui, là, très clairement, vous voyez la correction. Hein. Alors attention, parce que comme la Chine est un énorme aspirateur en matières premières, quand les prix des matières premières diminuent, la valeur des importations chinoises diminue. Donc les prix des matières premières sont assez fortement responsables de la diminution de la valeur des importations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un peu moins de volume. Et certainement sur les exportations, où vous voyez également une diminution de la valeur des exportations de la Chine. Donc très clairement, on a une espèce de ralentissement de ce volet-là, du volet industrie exportatrice. Mais d'un autre côté, quand je regarde les dépenses de consommation, les ventes au détail en Chine, oui, j'ai aussi un ralentissement. Hein. Ben oui, c'est clair que quand vous partez de zéro consommation, au début, la croissance est énorme. Au fur et à mesure, cette croissance ralentit. Mais en attendant, elle est encore élevée. Elle est encore de l'ordre de 11% par an, la croissance des ventes au détail en Chine. C'est quand même pas rien. Ce n'est pas vraiment l'image d'une économie qui s'écroule. Et donc, quand on prend la totalité de cette économie, notre conclusion, c'est de dire qu'on est en face d'une économie qui ralentit. Une partie de ce ralentissement est simplement liée au développement même de l'économie chinoise, parce que quand une économie se développe, elle a tendance à ralentir sa croissance économique au fur et à mesure de son développement. On est en face d'une économie où, certes, le secteur industriel, le secteur de la construction font face à d'énormes surcapacités qui vont être prises à bras-le-corps par les autorités chinoises. Hein, lors du dernier congrès du Parti communiste, ils ont déjà dit, voilà, on va supprimer 4 à 6 millions d'emplois qui correspondent à des surcapacités dans des secteurs où ça ne sert plus à rien de faire fonctionner ces usines. Donc on voit quand même qu'il y a cette volonté de poursuivre cette évolution de l'économie chinoise, mais au final, on n'a pas nécessairement une économie qui s'écroule. Bien sûr, il y a des risques liés à l'excès de crédit, c'est une économie où l'endettement a fortement augmenté, des risques liés aux politiques économiques. Imaginez le gouvernement chinois. Bon, déjà, ils sont beaucoup à décider, hein, parce que quand vous voyez la salle du congrès du Parti communiste, ils sont beaucoup, il y a beaucoup de délégués. Mais bon, soit. Mais imaginez le gouvernement chinois qui est face à un ralentissement prononcé. C'est la première fois en 15 ou 20 ans qu'ils ont un tel ralentissement. Ils ne savent pas trop quelles bonnes mesures prendre. Hein. En Europe, par exemple, on est beaucoup plus habitué à avoir des ralentissements économiques. Donc les gouvernements, ils savent bien quelles mesures ils doivent prendre. Enfin, ils ne prennent pas toujours ces mesures, mais ils les savent, ils les connaissent, mais ils ne les prennent pas, mais ils les savent. Tandis qu'eux, parfois, ils ne savent pas. Et donc, là, il y a un risque. Il y a un risque qu'ils prennent des mauvaises mesures. Il y a un risque, bien entendu, sur l'excès de crédit dans l'économie qu'il va falloir bien régler proprement et pas en prenant des mesures maladroites. Mais fondamentalement, c'est une économie qui ralentit, mais qui ne s'écroule pas. Alors c'est vrai que d'un autre côté, quand on regarde l'évolution des prix des matières premières, donc vous avez ici l'évolution des prix des matières premières sur les 12 derniers mois, hein, donc on est sur les produits de l'énergie, on est à moins 25% sur un an. Il n'y a que les métaux précieux qui augmentent un petit peu, mais ça c'est hein, le prix de l'or qui avait un peu remonté en début d'année avec les marchés très nerveux. Mais fondamentalement, on a des prix des matières premières qui se sont écroulés au cours des dernières années. Alors certains pourraient utiliser ce terme en disant « Oui, mais voilà, ça c'est la preuve que l'économie chinoise est en train de s'écrouler. » Mais ça, ce n'est pas vrai. Bien entendu que le ralentissement de la Chine, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, le ralentissement de l'activité, c'est la ligne bleue, le ralentissement de l'activité dans l'industrie et dans la construction en Chine provoque un ralentissement de la demande de matières premières et probablement que c'est une partie de l'explication de la chute des matières premières. Mais c'est loin d'être toute l'explication. Parce que fondamentalement, les problèmes sur les marchés des matières premières, et en particulier sur le marché du pétrole, c'est un problème d'offres. Il y a trop d'offres sur les marchés. Regardez, à titre d'explication, regardez sur le marché du pétrole. J'ai pris sur ce graphique la croissance de la production de pétrole au cours des 2 dernières années de tous les pays producteurs de pétrole. Les 2 dernières années, on n'a fait que voir le prix diminuer. Donc normalement, on devrait se dire, bah oui, alors ils ont réduit leur production pour contrer la diminution de prix. Ah ben pas du tout. L'Irak a augmenté sa production de 30%, les États-Unis de 27%, le Brésil de 20%, etc., etc. La production mondiale a augmenté de 5% au cours des 2 dernières années, alors que sur la même période, la demande de pétrole n'augmentait que de 2,8%.
Là est le problème. Là est le déséquilibre sur le marché pétrolier. C'est un problème d'offre. Les prix du pétrole ont été tellement élevés par le passé que tout le monde s'est mis à chercher du pétrole. Tout le monde en a trouvé, enfin, sauf en Europe, on n'en a pas, mais ceux qui pensaient en avoir en ont effectivement trouvé. Et ils sont en train de le produire. Mais ils sont en train de le produire dans un contexte un peu moins porteur. Mais en attendant, le puits, il est là. Hein. Imaginez, vous êtes un producteur de pétrole texan. Vous avez fait des gros investissements, vous êtes endetté, vous avez votre puits de pétrole. Il tire du pétrole. Et puis maintenant, le prix du pétrole tombe à 30 $ le baril, comme c'était encore le cas il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez votre puits? Oui, mais et votre dette, vous la remboursez comment? Alors, les producteurs, ils se disent, bon, tant pis, mais même à 30 $, au moins j'ai un petit quelque chose. Au moins, je sais payer ma dette. Et donc, je continue à produire. Je vais même faire plus. Je vais essayer de produire plus avec mon puits, parce que le coût de production, d'extraction, lui, il est très faible. Et donc, je continue à produire. J'essaye de produire plus. Tout le monde fait la même chose. Il y a trop de pétrole sur le marché et on a un problème, on a un déséquilibre. Qui maintenant est en train d'essayer de se régler un petit peu. On voit l'Arabie Saoudite et la Russie essayer de trouver un accord pour au moins ne plus augmenter la production. Et puis chaque jour, quand il y a un ministre du pétrole d'un pays qui dit « Ah oui, nous, on va peut-être participer à l'accord là entre les Russes et les Saoudiens », le prix du pétrole remonte, par anticipation de dire « Ah, ils vont régler leurs problèmes d'offres ». Et puis quand il y en a un qui dit « Ah ben non, nous, on ne va pas participer », le prix du pétrole diminue. On voit bien que c'est un problème d'offre. Ce n'est pas le reflet d'un écroulement de l'économie chinoise. Une petite anecdote, simplement pour terminer sur le prix du pétrole. J'aime bien la raconter parce qu'elle est symptomatique de la situation sur le marché pétrolier. Il y a quelques semaines, c'est vrai maintenant le prix du pétrole est un peu remonté, ce n'est plus le cas. Mais vous savez, il y a plein de sortes de pétrole. Quand on dit le prix du baril, généralement on entend le Brent, mer du Nord, ou le WTI, c'est la qualité Texas. Mais en fait, il y a plein de sortes de pétrole, de la plus mauvaise à la meilleure qualité. Eh bien, en fait, quand le prix du pétrole était aux alentours de 30 $, vous aviez sur les marchés du pétrole de très mauvaise qualité, qui se vendait à moins 0,5 $ le baril. Le producteur était prêt à vous donner 50 cents si vous veniez rechercher son pétrole. Tout simplement parce qu'il en a, voilà, il a ses puits tirent du pétrole. Et puis, dans un premier temps, comme c'est du pétrole de mauvaise qualité, il est loin en dessous de la cotation du prix officiel. Et la cotation du prix officiel est tellement basse que lui se retrouve avec des prix extrêmement... Personne n'en veut de son pétrole. C'est trop cher à raffiner. Il vaut mieux acheter du pétrole de bonne qualité. Alors personne n'en veut, alors lui il remplit ses cuves. Il essaye de stocker le pétrole. Oui, mais quand les cuves sont remplies, en plus ça a un coût de stocker du pétrole. Et quand ces cuves sont remplies, qu'est-ce qu'il fait? Il est prêt à donner 50 cents pour qu'on le débarrasse. Donc ça c'est l'état actuel du pétrole. On voit quand même que c'est un excès d'offres. Ça va? Mais c'est vrai que cet excès d'offres, il a pour conséquence de plonger certains pays dans de grosses difficultés. Ce n'est pas pour rien que quand on regarde les pays BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, quand on regarde l'évolution de l'activité économique dans ces 4 pays, eh bien vous avez l'Inde et la Chine qui sont là en haut, et vous avez le Brésil et la Russie qui sont là en bas. Le Brésil et la Russie sont en récession. Ils ont une contraction de leur activité économique. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les prix du pétrole sont tellement bas que la rente pétrolière est quasi inexistante. Et quand il n'y a plus de rente pétrolière, il n'y a plus moyen de faire des dépenses publiques. Et la dépense publique, c'est un facteur de croissance ou de récession quand elle n'est pas là. Et donc, ces pays connaissent une lourde récession. Vous prenez des pays comme le Venezuela qui sont au bord de la faillite, parce que 90% de leur rentrée de l'État, de taxes, c'est une rente pétrolière. Donc si vous n'avez pas ça, vous avez de grosses difficultés. Voilà pourquoi vous êtes là en présence, c'est vrai, d'un risque financier. Le risque que ces producteurs, que ce soit des entreprises ou des pays, ne sachent pas rembourser leurs dettes. Ça, c'est vrai que c'est un risque. Et cette dette, elle est quand même relativement importante, parce que quand vous regardez des pays émergents, et quand vous regardez des pays émergents qui sont même producteurs de pétrole, vous voyez que ces pays ont des grosses dettes extérieures, libellées parfois même en devises étrangères. Ça veut dire que quand leur propre devise dévisse, leur charge d'intérêt ne fait qu'augmenter, et ces pays ont dès lors des difficultés financières. Voilà pourquoi la stabilisation des prix des matières premières au cours des 2-3 dernières semaines, évidemment, elle ne nous arrange pas, parce que la remontée du prix du pétrole, j'en parlerai plus tard, c'est une augmentation des coûts pour nous, consommateurs de pétrole. Mais pour les producteurs, ce n'est pas si mauvais que ça, parce que ça écarte un petit peu
Le risque, tout simplement, qu'ils ne sachent plus payer leurs dettes. Et ça, c'est quand même un élément important. Donc ça diminue, hein, rappelez-vous, dans mes blocs de tempête parfaite. Le deuxième bloc, c'était le risque financier lié aux producteurs de pétrole. La stabilisation des prix des matières premières et du pétrole en particulier est quand même un élément qui aujourd'hui diminue un peu ce risque. Voilà un autre élément qui nous écarte de ce scénario de tempête parfaite. Mais vous aurez compris effectivement que par rapport aux pays émergents, on reste quand même globalement prudent. Il y a un ralentissement généralisé de ces pays. Quel est l'impact de ce ralentissement? Le premier impact, c'est évidemment le fait que le commerce mondial se replie un petit peu. Comme les pays qui ont tiré la croissance économique au cours des 15 dernières années connaissent une décélération pour le moment, on a une décélération, voire une contraction du commerce mondial, de la quantité de marchandises qui bougent à travers la planète. Regardez, ici j'ai pris le canal de Panama, le canal de Suez et le port de Singapour. Et puis je regarde simplement la croissance des tonnes de marchandises qui traversent ces canaux ou qui entrent dans le port de Singapour. Eh bien, vous voyez très clairement le ralentissement. On est à moins 15% sur le canal de Panama. On est à 0 par rapport à il y a un an, hein, sur le canal de Suez. Le port de Singapour, là, on continue à avoir un très bon chiffre. Encore une fois, ce n'est pas très compatible avec un écroulement de l'économie chinoise. Mais je ne serais quand même pas étonné que dans les prochains mois, ça plie un petit peu à ce niveau-là, hein. Mais globalement, quand vous regardez des indicateurs du commerce mondial, vous voyez un ralentissement. Et ce ralentissement est lié au ralentissement des pays émergents. Et ça peut nous affecter, parce que ça affecte toutes les entreprises qui exportent, qui sont actives dans le commerce mondial. Donc ça peut aussi affecter l'économie américaine et certainement l'économie européenne, où on a quand même quelques champions en matière d'exportation. Ça, c'est l'effet négatif du ralentissement des pays émergents. L'effet positif, j'en ai parlé déjà un petit peu, c'est le fait qu'on a une inflation très faible. Et l'inflation très faible, quand elle est liée à une diminution des coûts de l'énergie, c'est plutôt positif pour nous, parce que ça veut dire qu'on sait consommer plus. Ça veut dire que tout ce qu'on ne doit pas consacrer à payer notre facture d'énergie, on peut le consacrer à autre chose. Et je vous montrerai que ça a vraiment été un moteur de reprise dans le cas de la zone euro en 2015. C'est un élément important. Vous voyez que pour cette année, nous nous attendons à des taux d'inflation qui restent extrêmement modérés, parce que les prix des matières premières ont encore fortement diminué en début d'année. Bon, maintenant, ils se reprennent un petit peu, mais sur l'ensemble de l'année, on va encore conserver des taux d'inflation très faibles, mais plutôt pour une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est la diminution passée des prix des matières premières qui libèrent du pouvoir d'achat pour les ménages. Ça, il ne faut pas l'oublier et on va y venir par la suite. Alors justement, essayons d'un peu creuser ça. J'ai un effet négatif sur le commerce mondial, j'ai un effet positif via l'inflation faible, et puis j'ai surtout un indicateur du cycle économique aux États-Unis qui est en train de diminuer, qui me montre une économie américaine qui plie. La question, c'est est-ce qu'elle va rompre et qu'elle va tomber en récession? Eh bien, ça, c'est l'optique tempête parfaite, ce n'est pas notre scénario, et je pense avoir de bons arguments. Premier argument, c'est vrai que si vous regardez, l'indicateur ISM, c'est simplement un indicateur de la confiance des chefs d'entreprise. La confiance des chefs d'entreprise, elle a plutôt diminué dans toute l'année 2015 et elle est même passée en dessous de 50, ça veut dire plutôt une zone de contraction de l'activité dans le secteur manufacturier. Dans le secteur des services, ça a dévissé également, la confiance, donc les entrepreneurs sont moins confiants, mais on reste en zone d'expansion. Néanmoins, on voit déjà que ça se retourne un petit peu. Les dernières données sont moins négatives. Premier élément qui devrait un peu déstabiliser la tempête parfaite. Mais ça, à la limite, ce n'est pas encore le meilleur argument. Je pense que le meilleur argument, il est plutôt ici. C'est quoi l'économie américaine? L'économie américaine, c'est une économie de consommateurs. C'est une économie où la consommation, c'est près de 70% du PIB. Ce n'est pas une économie qui est tournée vers le reste du monde. Ce n'est pas un champion d'exportation. C'est un champion de consommation. Or, le consommateur, comment va-t-il? Il ne va pas si mal que ça. Quand on regarde les indicateurs de confiance des consommateurs aux États-Unis, ici vous en avez deux, c'est deux différents, peu importe, mais on voit que le niveau de confiance des ménages américains reste très élevé. Pourquoi est-ce qu'il reste très élevé? Mais tout simplement parce que l'économie américaine continue à créer des emplois.
Vous voyez, ce sont les petits bâtonnets bleus que vous avez ici sur le graphique de gauche. Ces petits bâtonnets bleus, ils dépassent la ligne des 200 sur les 18, voire les 24 derniers mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que sur les 2 dernières années, l'économie américaine créait plus de 200 000 emplois en plus chaque mois. Création moins destruction d'emplois. Les créations d'emplois, c'est du revenu en plus pour les ménages, certainement aux États-Unis, parce que la différence entre avoir un emploi et pas avoir d'emploi, en termes de revenus aux États-Unis, c'est important. C'est moins important en Europe. Donc, j'ai beaucoup d'emplois créés, j'ai plus de revenus, plus de consommation. Plus de consommation, donc une dynamique de croissance qui peut s'auto-entretenir aux États-Unis. Alors c'est vrai que le chiffre de février, il a encore été très très bon, plus 242 000 emplois. Là, je vous avoue que moi, je commence malgré tout à douter. Je pense que dans les prochains mois, on va plutôt aller vers une fourchette de 100 à 150 000 créations nettes d'emplois. Et je ne serais pas étonné que ça crée un peu de trouble de nouveau sur les marchés financiers. Mais fondamentalement, ce qu'il faudra surtout retenir, c'est que l'économie américaine continue à créer des emplois, un peu moins qu'avant, mais elle continue quand même, ce qui apporte du revenu et de la consommation. Et tant qu'on a cette dynamique-là, l'économie américaine sait continuer à avancer et peut éviter de tomber en récession. Et ça, c'est précisément notre scénario sur base de cet indicateur. Pour la zone euro, la situation est encore une fois différente. Puisque la zone euro, vous avez vu d'abord, rappelez-vous, cet indicateur de l'OCDE qui avait plutôt tendance à progresser alors que l'indicateur de tous les autres pays diminuait. D'un autre côté, on n'a pas eu beaucoup de croissance au cours des dernières années. Alors que les États-Unis ont eu une croissance confortable, et donc maintenant les États-Unis décélèrent, atterrissent en douceur, l'économie de la zone euro, on aimerait bien décoller tout simplement. Parce que pour le moment, ça n'a vraiment pas été formidable. Alors, malgré tout, en 2015, on a accéléré. On n'a pas vraiment décollé, mais on a accéléré. Est-ce qu'on a accéléré? Pourquoi est-ce qu'on a accéléré? Principalement pour l'élément que je vous ai dit. C'est-à-dire que la diminution des prix des matières premières a libéré du pouvoir d'achat pour les ménages. Et ça a permis à la consommation de redémarrer. C'est le sens de ce graphique où, attention, il y a un piège, parce que la ligne bleue vous représente, pour faire simple, la facture d'énergie des ménages européens. Mais attention, c'est sur une échelle inversée. Donc quand la ligne monte, ça veut dire que la facture diminue. Et la ligne orange, c'est quoi? C'est la croissance de la consommation des ménages. Très clairement, à partir du moment où la facture d'énergie a commencé à diminuer, les ménages se sont mis à accélérer leur consommation. Ça a été un élément clé de la reprise. Tout le monde a dit en 2015, ah oui, les ménages recommencent à consommer. Oui, mais pourquoi? Ce n'était pas parce que leur revenu augmentait très fortement, c'était surtout parce que le pouvoir d'achat augmentait grâce à la diminution des prix du pétrole. Ça a été un moteur de reprise qu'il le sera probablement beaucoup moins en 2016, tout simplement parce que les prix sont plutôt en train de se stabiliser. Mais d'un autre côté, c'est un phénomène important, parce que si on a relancé la consommation, on recrée des emplois dans le secteur lié à la demande intérieure, on recrée des emplois, donc on recrée du revenu, donc on recrée de la consommation. C'est encore une fois le cycle d'une économie développée où la croissance peut en partie s'auto-entretenir grâce tout simplement à la dynamique de consommation des ménages. Et donc ça, on pense quand même qu'on peut conserver un peu de moteur de croissance à ce niveau-là grâce au choc positif passé lié à la diminution des prix des matières premières. Un autre élément très important, c'est l'investissement des entreprises. L'investissement des entreprises est un autre moteur de croissance. L'investissement des entreprises, j'aurais tendance à dire les entreprises sont dans les starting blocks. Elles sont prêtes à investir. Pourquoi elles sont prêtes à investir? Alors c'est un graphique un peu compliqué, mais en fait il est assez simple. En orange, vous avez ce qu'on appelle le taux d'utilisation des capacités de production. Donc en fait, on interroge les entreprises dans l'industrie et on leur dit, voilà, vous avez une capacité de production. Actuellement, vous utilisez cette capacité de production à quel rythme, à quel taux? On sait que quand on dépasse les 80%, on sait que ça va généralement être lié à un regain de vigueur, c'est la ligne bleue, de l'investissement des entreprises. Vous voyez le lien qui existe entre les deux courbes, la courbe orange et la courbe bleue. Actuellement, le taux d'utilisation des capacités de production dépasse les 80%, est à 82%, donc très clairement, le feu est vert pour avoir plus d'investissement. Mais évidemment,
il ne suffit pas de dire, ben voilà, oui, j'utilise bien mes capacités de production, donc je vais étendre mes capacités de production. Il en faut plus que ça. Il faut que l'entrepreneur, il ait confiance. Il faut qu'il ait envie d'investir. Et c'est là que ça coince un petit peu. Regardez simplement, en termes d'éléments confiance, un indice de l'incertitude politique. C'est la ligne grise. Quand cet indicateur diminue, ça veut dire qu'il y a plus d'incertitude par rapport à la politique économique. Toujours basé sur des enquêtes. Mais on voit très clairement que là, ça diminue. Ça veut dire que l'entrepreneur, il continue à avoir un peu peur d'investir. Il est dans les starting blocks, mais il ne prend pas la décision. Et donc on voit que les conditions sont réunies pour poursuivre de la croissance, mais le risque politique est bien présent et freine malgré tout encore le développement de l'économie de la zone euro. Il y a du potentiel, mais ce potentiel ne se développe pas suffisamment par cette incertitude politique. Incertitude politique, parlons-en. Il y en a quand même pas mal des candidats à l'incertitude politique aujourd'hui. Vous avez la Grèce. Vous avez dit, pourquoi vous parlez de la Grèce? C'était réglé en août dernier. On a un accord. Oui, sauf que ce qu'on a oublié de préciser beaucoup, c'est que la Grèce avait prévu que cette année, en 2016, on discuterait de sa dette. Ils veulent une renégociation de leur dette. Et ils commencent à se faire très pressants pour avoir leur renégociation. Alors on leur dit, écoutez, pour le moment, on a d'autres chats à fouetter, on a la crise des migrants, on a le Brexit, on a suffisamment de problèmes. Oui, mais ils sont là, et on veut notre discussion. Cette discussion va probablement avoir lieu dans les toutes prochaines semaines. Donc on va reparler de la Grèce, risque politique. Et d'autant plus que tout ça va être généré dans des tensions géopolitiques, puisque la Grèce est une porte d'entrée Schengen, ça ne va pas être très facile. L'Espagne a une crise politique. Ils ont eu des élections, blocage politique, probablement qu'ils devront repasser par la case élection. En plus de ça, ils ont un autre problème, comme si ça ne suffisait pas. Ils ont la Catalogne où là, ils disent, hop, nous, on va être indépendants dans 18 mois. Ça complique encore la donne. Le Portugal a un gouvernement minoritaire, un gouvernement de gauche minoritaire. Ça veut dire qu'il est supporté à l'occasion par un parti d'extrême gauche au Parlement, mais qui ne fait pas partie du gouvernement. Ça veut dire que toutes les mesures qui visent à revenir sur les mesures d'austérité, elles sont votées. Le reste n'est pas voté. Donc ça veut dire qu'il y a un retour en arrière au niveau du Portugal qui devient tout doucement dangereux. Alors tant que l'Espagne ne se porte pas trop mal, et l'Espagne ne se porte pas trop mal pour le moment économiquement, comme le Portugal fait beaucoup de commerce avec l'Espagne, ça tient. Mais attention à la situation politique au Portugal. Et puis évidemment, vous avez la crise des migrants, vous avez la menace terroriste. Ce sont des dossiers qui ont un volet économique, mais c'est surtout des dossiers qui génèrent des tensions entre les pays européens. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le sommet européen par rapport à la Turquie. C'est quand même pas très propre tout ça. C'est quand même, ça montre pas vraiment une vision européenne très forte et très volontariste. C'est plutôt beaucoup de tensions. Et puis alors, cerise sur le gâteau, dans ces tensions, vous avez le Royaume-Uni qui se demande s'il ne ferait pas mieux de retrouver totalement leur indépendance. Référendum le 23 juin prochain, beaucoup d'incertitudes. De nouveau, c'est une incertitude politique qui pourrait en ouvrir d'autres d'ailleurs si la réponse devait être oui au Brexit. Donc quand même, attention à ça. Ici, j'ai repris sur ce slide, mais je ne vais pas le détailler. Mais il ne faut pas oublier que vous prenez simplement le retour des contrôles aux frontières. Ça coûte économiquement. C'est pas facile, ça va ralentir la croissance si ce genre de choses devait être remise en place. Parce que, alors évidemment, vous avez les dépenses de tourisme qui sont freinées, mais si vous prenez simplement les entreprises exportatrices, que ces entreprises exportatrices se retrouvent avec des contrôles à chaque frontière de leurs camions, ça leur coûte plus, ça ralentit leur activité, donc ça a un impact sur le commerce international et donc sur la croissance. Donc attention à ce genre d'éléments. Même chose pour le Brexit. Vous avez deux personnes qui se... lui, c'est très clair qu'il est plutôt pour la sortie de l'Union européenne, puisque pour lui, c'est un sport d'être contre l'Union européenne. C'était un peu plus surprenant venant du maire de Londres de dire finalement, moi, je vais plutôt supporter la sortie de l'Union européenne. C'est très étonnant, parlant du maire d'une ville qui est un peu le centre financier mondial, mais européen en particulier. Et puis, quand on regarde les sondages, les sondages, pour le moment, c'est du 50-50. Ce qui est intéressant, c'est que si vous allez voir sur des sites de paris en ligne, où vous pouvez parier sur tout et n'importe quoi, vous allez voir que là, les bookmakers sont plutôt
donc, vous transformez les cotations des paris en probabilité, et en fait, actuellement, les cotations de bookmakers vous disent plutôt que la probabilité de rester dans l'Union européenne est de 70% et de 30% de sortie. Donc voilà, si vous pensez que le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, c'est le moment de parier, puisque la cotation est plutôt faible. Mais soit. Bon, qu'est-ce que tout ça veut dire? Mais ça veut dire que quand on regarde nos perspectives de croissance économique, donc c'est la croissance du PIB, hein, de l'activité économique. Donc 2015, bon, on a presque les chiffres définitifs, hein, il y a toujours un peu de retard. Pour 2016, vous voyez que globalement, on a plutôt un tassement de la croissance. Hein. Vous aurez compris de mon propos que sans être alarmiste, en me détachant très clairement d'un scénario de tempête parfaite, on n'a pas non plus un scénario de dire l'économie va se détendre, l'économie va vraiment accélérer. C'est très clairement vrai pour les États-Unis, mais c'est aussi vrai pour la zone euro qui a du mal à redémarrer. Hein. Par rapport à mon image, on n'a pas décollé l'année passée, on a juste accéléré, mais ce n'est pas probablement cette année qu'on va vraiment décoller non plus. Pour les autres zones, ça reste quand même... ça ne reste pas vraiment à l'accélération. Donc il faut bien comprendre le propos ici. Quand on va monter un scénario, donc ce scénario, le côté vraiment positif, c'est de dire qu'on n'est pas sur un scénario de récession mondiale, on est plutôt sur un scénario où la croissance se poursuit à un rythme assez modéré. Ça, c'est un peu la perspective que l'on a pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire en matière de taux d'intérêt? Parce que bon, si vous êtes ici, c'est quand même aussi pour avoir une dimension plus financière. Que va-t-il se passer en matière de taux d'intérêt? Commençons peut-être par Mme Yellen et la Banque centrale américaine. Quel est le problème là? Mme Yellen, elle a commencé à remonter ses taux en décembre dernier. Sous prétexte que l'économie américaine va bien, tout simplement, et quand ça va bien, il y a un moment, il est temps de remonter ces taux d'intérêt. Pardon. Ça, c'est très bien. C'était vraiment la confirmation qu'on allait dans le bon sens, et puis évidemment, patatras, les premiers mois de l'année, ça pliait, mais je vous ai montré que les choses ont tendance maintenant à s'arranger un petit peu. Et ça, c'est un élément important. Il y a eu une réunion de la Banque centrale américaine les 2 derniers jours, et la conclusion de tout ça, c'est de dire, Madame Yellen, enfin non, on va dire, nous avons la même analyse que Madame Yellen de la situation économique, c'est-à-dire une économie américaine qui atterrit en douceur, mais qui continue d'avancer, qui a une croissance positive, donc, mais sans être formidable. Et donc, dans ce contexte, Madame Yellen, elle dit qu'elle compte bien continuer à relever ses taux, mais de manière extrêmement prudente, de manière très lente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va rester dans un environnement de taux extrêmement faible. Même si Mme Yellen remonte un peu ses taux, et c'est le sens de ces graphiques qui sont un peu plus techniques, peu importe, mais le sens qui est bien compris par les marchés, c'est dire oui, Mme Yellen va remonter ses taux, mais elle va les remonter très lentement et elle ne pourra pas les remonter à des niveaux extrêmement élevés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rester dans un environnement de taux faible. On va rester dans un environnement de taux faible aux États-Unis, mais peut-être un tout petit peu plus élevé qu'actuellement. Mais par contre, dans la zone euro, alors là, c'est une autre histoire. Parce que M. Draghi, il ne dit pas du tout qu'il va remonter ces taux. Ah non, il dit au contraire, je les ai abaissés, parce que je ne suis pas satisfait de ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan de l'inflation. Donc j'en remets une couche. Je ne sais pas si ça marche, mais j'en remets une couche. Et donc, j'ai des taux qui sont déjà négatifs et que je vais mettre encore plus négatifs. Actuellement, le taux qui guide l'ensemble des taux dans la zone euro, le taux directeur de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, il est à moins 0,4%. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on reste dans un environnement très négatif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, avec toutes les actions de la Banque centrale européenne mises ensemble, on a des taux d'intérêt qui sont négatifs. Alors sur l'Allemagne, jusqu'à des échéances de l'ordre de 8 ans. Tous les taux inférieurs à 8 ans sur les emprunts publics sont négatifs. Tous les taux du marché monétaire sont négatifs. Ça, c'est l'environnement de taux aujourd'hui. Et M. Draghi il dit que les taux vont rester très bas, bien au-delà de la fin de notre assouplissement quantitatif. L'assouplissement quantitatif, ce sont les 60 milliards d'euros d'actifs financiers que M. Draghi achète chaque mois et qui vont d'ailleurs passer à 80 milliards d'euros.
Ces 80 milliards d'euros, ils sont prévus d'être achetés chaque mois jusqu'en mars 2017. Et M. Draghi dit, au-delà de mars 2017, bien au-delà de mars 2017, les taux vont rester très faibles. Donc on voit quand même que M. Draghi, il pousse les taux à la baisse, il fait tout pour maintenir des taux très faibles. Et donc ça veut dire que là aussi, on va rester dans un environnement de taux extrêmement faible. Et ça, il faut bien le comprendre. Les banques centrales, la situation économique, les forces macroéconomiques font qu'aujourd'hui, on est dans un environnement de taux bien différent de l'environnement des taux des années 2000. Et on est probablement très loin de retrouver une situation plus normale où on a des taux positifs ou des taux qu'on a encore en mémoire, ne fût-ce que dans les années 2000. Ça, il faut bien s'en rendre compte. C'est le comportement des banques centrales en réaction à une situation macroéconomique qui reste difficile. Il faut l'accepter en tant qu'épargnant investisseur. Un petit mot sur les taux de change, sur l'euro-dollar, simplement pour vous dire que tout ce que je viens de dire est entièrement pricé, est entièrement intégré dans le taux de change euro-dollar. Donc dans tout ce que je viens de dire, il ne faut rien déduire en matière de futur du taux de change euro-dollar. L'euro s'est fortement déprécié, parce que M. Draghi a poussé les taux vers le bas, Mme Yellen a commencé à les relever, mais ça, c'est déjà du passé. Ça veut dire que pour nous, qu'est-ce qui peut encore vraiment renforcer davantage le dollar et déprécier davantage l'euro? Mais ce serait de nouvelles surprises. Mme Yellen qui se met à remonter ses taux brutalement, M. Draghi qui les abaisse encore un peu plus. Mais Mme Yellen, elle dit qu'elle va devoir le faire de manière très prudente. Et M. Draghi, lors de la dernière conférence de presse, il a dit qu'il pense quand même qu'il a tout doucement atteint la limite des taux négatifs, ou de ce que les taux négatifs peuvent faire. Donc, nous, on ne s'attend pas à vraiment beaucoup de surprises. Donc, on s'attend quand même, on considère que le dollar a atteint son niveau maximum, ou l'euro a atteint son niveau minimum. On pense que c'est comme ça. Il me reste simplement à vous donner quelques conclusions. Et la première conclusion, c'est évidemment de bien faire la distinction entre ce scénario de tempête parfaite où j'ai repris les 5 blocs et notre scénario. Mais je pense vous avoir montré qu'il y a quand même pas mal de différences. Sur la Chine, on pense que très clairement, il y a un ralentissement, il n'y a pas d'écroulement. Il y a des risques, mais à ce stade, il n'y a pas d'écroulement et il n'y a pas d'éléments tangibles pour justifier un écroulement. 2, les prix des matières premières, ils devraient rester faibles, mais on pense quand même qu'on est au début d'un processus de stabilisation. Et ça, c'est très important par rapport au risque de défaut des producteurs de pétrole. L'économie américaine, atterrissage en douceur, croissance positive, pas de nouvelle récession à très court terme. La zone euro, oui, beaucoup de difficultés, mais n'oubliez pas, les acteurs sont dans les starting blocks. Ils n'attendent qu'un déclic. Ce déclic ne sera pas monétaire. Les déclics monétaires, on en a essayé. Hein. Ça a fait clic-clic pendant des années, hein. Bon, vraiment pendant des mois. On a essayé tous les clics possibles. Hein. Il n'y aura plus de déclic monétaire. Le déclic, il est politique. Il est dans la politique budgétaire, il est dans la politique d'investissement, dans les réformes structurelles. Mais c'est vrai qu'il y a des risques. Mais en attendant, ce scénario, c'est un scénario qui incite les banques centrales à conserver des taux faibles. Hein. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, on doit en tenir compte. Il y a bien sûr de nombreux risques que j'ai signalés, mais ça fait aussi partie du scénario. Mais je pense quand même qu'on peut s'écarter, et je dirais que les dernières semaines nous ont tout doucement écarté un peu plus de ce scénario de tempête parfaite. Alors évidemment, pour l'investisseur, ce n'est pas toujours gai, parce que ça veut dire, qu'il faut naviguer dans un environnement de taux extrêmement faible. Alors le beau temps où on pouvait dormir sur son cash, où on pouvait trouver des investissements avec un risque extrêmement limité, mais qui me rapportait un taux réel même positif, ce temps, très clairement, il n'est pas là actuellement, et je dirais presque qu'il n'est pas loin de revenir. C'est vrai que c'est ennuyeux, hein, bon. Ça veut dire qu'il faut... Alors, il ne faut pas faire l'erreur de tout à coup se dire, bon, ben voilà, je vais prendre des risques. Hein. Il faut faire attention à votre profil de risque. Et il ne faut pas en changer tout à coup parce que les taux sont faibles. Mais par contre, ça nécessite probablement d'avoir une bonne discussion. Il y a des personnes qui sont là ce soir également aussi, hein, pour prendre contact avec vous, pour discuter de votre situation particulière. Ça, c'est une première démarche. Et puis après, vous voyez quand même que c'est un environnement qui reste globalement risqué. Ça veut dire que la diversification reste le maître mot. Et puis,
Si vous adhérez à ce scénario qui est modérément constructif, mais qui n'est pas le scénario d'une tempête parfaite, ben vous comprenez aussi pourquoi on considère toujours qu'il y a quelque chose à faire sur les marchés d'actions et qu'il ne faut pas nécessairement complètement s'en séparer. Voilà à peu près le topo dans les grandes lignes, non seulement de la situation économique, de la situation financière, de l'environnement financier et les grandes lignes de la stratégie que nous adoptons. Je vous remercie.